beaucoup. C'est l'heure du grand entretien à présent. Grand entretien sous forme de dialogue ce soir sur le narcotrafic après l'assassinat du petit frère d'Amine Kessassi. Un assassinat d'intimidation selon toute vraisemblance. C'est la piste privilégiée par le parquet de Marseille. Un dialogue entre un addictologue, Amine Benhamina, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes addictologue et on va discuter avec vous. Aussi, vous présidiez la commission que vous a confiée le président de la République sur les drogues, de la question de la consommation, des consommateurs, de leurs responsabilités, d'éventuels modèles de pénalisation, voire de légalisation, de dépénalisation. Ces mots-là reviennent évidemment dans le débat. Bonsoir Vincent Monnier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste et vous êtes le chef de service du service d'investigation, du service enquête de l'Obs, auteur de Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir, aux éditions Albin Michel. Et puis j'ai oublié de signaler votre livre, Amine Benhamina, Addiction. C'est à lire aux éditions Marabout, manuel de premier secours. Ça fait quelques jours donc qu'on essaye de comprendre à quoi fait-on face précisément, la nature, l'ampleur du phénomène du narcotrafic après cet assassinat. D'abord, je voudrais vous faire entendre, pour commencer ce dialogue, le diagnostic d'un autre journaliste, votre confrère Roberto Saviano, grand journaliste d'investigation qui vit sous protection pour avoir enquêté sur les mafias en Italie. Il était l'invité de nos confrères de France Inter ce matin. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la France a ignoré le problème du trafic de stupéfiants et le problème de la mafia ou des mafias également, en estimant que c'était en fait un problème qui était lié à l'immigration. Et cette façon de voir les choses a complètement détourné le regard de la prise en compte de ce phénomène. On s'est dit, c'est simplement un problème qui relève de l'ordre public. Voilà, c'est intéressant ce diagnostic parce que, au fond, on a un train de retard. On n'a pas compris, et pas assez vite, ni la nature du phénomène, ni son ampleur. Il a raison, Roberto Saviano. Il n'a pas tout à fait raison, il n'a pas tout à fait tort. Il a raison, effectivement, on a tardé à prendre en considération l'ampleur du phénomène. Je pense qu'il y a eu pas mal de signaux d'alerte ces dernières années, lancés par des magistrats, lancés par des policiers qui travaillent sur ces sujets. Et en fait, comme souvent, le monde politique, il met du temps à réagir. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir, mais en fait, non. En fait, gouverner, c'est souvent réagir au moment où on est au pied du mur. Et Quand il dit le prisme de l'ordre public ou celui de l'immigration nous a aveuglés, il touche du doigt quelque chose de juste. Je suis pas sûr que ça soit vraiment ça le problème. Mais effectivement, là, ce qu'on vit aujourd'hui, ça a commencé. C'est un phénomène qui a commencé il y a une quinzaine d'années. Les mutations du crime organisé ont commencé il y a une quinzaine d'années. Ce qui a tout changé, c'est la cocaïne. L'arrivée, la production d'abord, la production massive de cocaïne dans les 3 pays producteurs d'Amérique du Sud, qui sont la Bolivie, la Colombie, le Pérou. C'est ça qui a tout changé, en fait. Parce qu'en fait, la cocaïne, c'est un stéroïde criminel. Ça dope les appétits, ça dope les profits des criminels et ça dope aussi leur capacité de corruption. Amine Benhamina, et on l'a vu, cette cocaïne, elle est absolument partout. On ne peut plus dire qu'elle est réservée à un public, une classe sociale privilégiée, urbaine. Ça c'est vraiment presque, je dirais, démocratisé. N'ayez pas peur des mots, c'est le mot. Ça s'est démocratisé pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une production phénoménale, et puis la cocaïne a pris le chemin qui a été perméabilisé pendant des décennies par le cannabis. Les organisations étaient en place, on avait les tuyaux, on a mis de la cocaïne. Et puis la cocaïne jouit d'une réputation d'être une drogue. Alors c'est le psychiatre et l'addictologue qui parlent, une drogue sans conséquence en vérité. Pendant très longtemps, la cocaïne, c'était le produit de la performance, finalement aussi d'une forme de tag social, et il n'y a pas de signe de manque. Ce sont des éléments que l'on voit circuler encore une fois. Alors que c'est une drogue redoutablement addictive, redoutablement destructrice. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vient dans votre cabinet Tout le monde, y compris des expérimentations chez des mineurs. Le prix a baissé, la diffusion est très importante, la qualité a augmenté, et puis on l'a vu dans le dernier rapport de l'OFDT de la Mildeca, on voit parfaitement qu'il n'y a pas une seule classe sociale, une couche, avec une atteinte à la fois chez les garçons et chez les filles, à telle enseigne que on se le dit, entre guillemets, dans les soirées, de manière
très simple, alors que c'était réservé avant à une forme d'élite. Est-ce que tu as goûté? Tout le monde a essayé la cocaïne. Et donc, sur tout le monde qui a essayé, le culot de la dépendance est important. Oui. Vincent Monnier, donc il y a 15 ans, la bascule dans cette drogue bien spécifique qui gagne au fond les territoires, les générations, quels que soient les sexes. C'est très impressionnant. On entend énormément de mots et il faut vraiment essayer de trier parce que mexicanisation, cartélisation, mafia, certains s'autoproclament mafia. Est-ce qu'on peut essayer de qualifier précisément ces groupes de criminels organisés? Jusqu'où le sont-ils? Avec quel relais en France, à l'international? La mexicanisation, ce sont des élus corrompus. Et en termes de morts et de meurtres, on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc, quel mot vous mettez sur le phénomène français? C'est assez compliqué de trouver le mot juste. Effectivement, mexicanisation, ça ne correspond pas à ce qu'on vit en France. La France n'est pas un narco-État. Oui, parce que c'est le titre de votre livre. Qu'est-ce qu'un narco-État? Voilà, non, c'est narcocratie. Donc narcocratie, narcocratie, ça, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais je le pense quand même un petit peu. C'est une montée en puissance de groupes criminels qui, aujourd'hui, en arrivent à défier les États. Il y a des mafias en Europe, il y en a en Italie, il y en a d'autres pays, dans les Balkans. En France, est-ce qu'on a des mafias organisées? Pas encore. On a des groupes criminels qui se structurent, qui se professionnalisent, qui sont transfrontaliers, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. C'est-à-dire que la tête de réseau, elle n'est pas en France, elle est à Dubaï, elle est au Maghreb, elle est ailleurs. Elle gère son réseau avec des téléphones cryptés, elle donne ses ordres à ses lieutenants qui les exécutent. Ces réseaux, ils ont des planques dans d'autres pays. Vous voyez, ils sont à cheval sur plusieurs pays, ce qui rend d'autant plus difficile leur démantèlement. Ils sont connectés avec l'Amérique du Sud. On a des émissaires français de ces groupes criminels qui sont comme des marcheurs, si vous voulez, comme des représentants qui sont en Amérique du Sud et qui vont voir directement les producteurs de drogue pour leur proposer d'en acheter, négocier les prix. Cartélisation, oui, c'est une donnée intéressante. En fait, on a souvent l'impression que les organisations criminelles, elles se font la guerre en permanence. C'est vrai. On voit ce qui se passe ou ce qui s'est passé par le passé entre groupes à Marseille. Mais ces organisations, elles font leur but, c'est quand même de faire du profit. C'est de gagner de l'argent. On va y venir parce que et donc elles s'associent ensemble. Comment les frapper au porte-monnaie? C'est l'un des grands défis. Laurent Geoffrin. Moi, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est comme un incendie. C'est-à-dire qu'au début, il y a une petite partie de la forêt qui brûle, et si on n'arrive pas à la contenir, même pas de l'éteindre, mais si on n'arrive pas à la contenir à ce moment-là, après, ça devient incontrôlable. Parce qu'il y a des nouveaux phénomènes qui se greffent dessus. D'abord, la puissance financière devient énorme, et donc on peut acheter toutes sortes de choses, y compris des tueurs pour aller régler des comptes, ou pour intimider tel ou tel homme politique ou tel magistrat. On peut corrompre et ça, on voit des cas se développer. Il n'y en avait pas avant. Ça existait pratiquement jamais. Très rigoureux. Et là, il y a eu plusieurs affaires où il y a des douaniers, il y a des greffiers. Alors ça, c'est très important. Et une fois que ça s'est installé, parce qu'une fois que les réseaux, il suffit de regarder les films, d'ailleurs, il suffit de regarder Le Parrain. Dans Le Parrain, c'est expliqué très bien pourquoi Don Corleone a sa puissance. Parce qu'il tient les hommes politiques. Alors, on n'en est pas là. Et on n'en est pas là. Parce que c'est très important, la question de la corruption. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on dit on n'en est pas là. Oui, mais à chaque fois, on s'en rapproche. Alors, on a tous parlé de point de bascule avec l'assassinat de Mehdi Kessassi, puisqu'on n'est plus dans un règlement de compte, on va dire, avec quelque chose d'endogène à ce milieu, même s'il y a un procès du grand frère et des assassins du grand frère qui se tient, et peut-être que les choses sont liées. Mais la question de la corruption, puisque l'argent, c'est fondamental, on a tous compris, ça se chiffre en dizaines de milliards, rien que pour la France. La corruption existe en France? On parlait des douaniers. Est-ce qu'on a la mesure où on n'en est pas là? Non, la corruption, elle existe en France. La corruption, elle est... à quel niveau? Alors, c'est compliqué à évaluer, mais en tout cas, aucune organisation criminelle ne peut perdurer sans corruption. Il y a une étude passionnante d'Europol qui a étudié les 850 plus gros groupes criminels en Europe. 8 sur 10 utilisent la corruption. La corruption, ça peut être la corruption d'agents publics, c'est-à-dire des bagagistes à Roissy, ça peut être les dockers au Havre ou dans d'autres ports. Et puis, il y a la corruption d'agents publics, les douaniers, les policiers, les greffiers, parce qu'on a eu quelques affaires récentes. Les magistrats, on n'a pas... Ça reste marginal. On n'a pas encore de magistrats. On n'a pas encore de magistrats. Ça reste marginal, c'est très important. Ces organisations, elles ont besoin d'informations.
par exemple, les greffiers peuvent leur donner quelques informations sur l'avancée de dossiers, sur d'autres, des adresses aussi. Vous avez, on a eu le cas notamment aux Pays-Bas où des agents du fisc donnaient quelques adresses pour quelques centaines d'euros à des adresses qui étaient des gens qui étaient des cibles de ces organisations criminelles et qui ont été assassinés. Donc c'est quelque chose qui infiltre le pays. Voilà. Et c'est un des éléments constitutifs de la mafia, la corruption. Alors la question, et on en vient ensuite à la consommation dans un instant, c'est comment on fait pour créer des coopérations judiciaires, pour permettre de lever le secret bancaire, pour s'attaquer aux avoirs, les appartements, les comptes bancaires. Comment on fait concrètement pour frapper au porte-monnaie ? Monsieur Darmanin, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice à Marseille, hier sur le sujet, vous réagissez juste après. Les saisies et les confiscations. J'ai un cas particulier, notamment dans le sud de la France, où de sa prison, une personne gère une trentaine d'appartements à Dubaï, récupérant ainsi son argent et permettant de continuer à tenir en haleine son réseau. J'ai obtenu des Émirats arabes unis la saisie pour la première fois sur le territoire dubaïote. Voilà, les saisies. On comprend tous qu'il y a une loi qui arrive avec un nouveau parquet, des nouveaux moyens d'enquête. On comprend tous qu'il y aura des moyens de sécurisation des prisons. Mais on sent bien que c'est le nerf de la guerre qu'il faut frapper. On en est où en matière de coopération, justement, avec des Émirats comme Dubaï, sur les saisies des avoirs de ces narcotrafiquants ? Alors, la coopération judiciaire au niveau européen fonctionne très très bien. Elle est devenue primordiale. La coopération avec les Émirats arabes unis et particulièrement Dubaï, c'est là, ça peut être amélioré. Si jamais il y a effectivement cette saisie par Dubaï d'appartements appartenant, une quarantaine d'appartements appartenant à un narcotrafiquant français, ça serait, je crois, une première. Et c'est vrai que ça peut marquer un tournant. Parce qu'effectivement, pourquoi on n'arrive pas à démanteler ces organisations ? Pourquoi, quand la tête de réseau est arrêtée, eh bien, quelqu'un prend sa place et continue les affaires ? C'est parce qu'en fait, l'argent, si on n'arrive pas à saisir l'argent sale, en fait, la machine continue. L'argent, c'est pas seulement les bénéfices, c'est les réinvestissements, c'est la capacité à réinvestir. Oui, avec tous des systèmes de blanchiment derrière aussi. Effectivement. Et effectivement, Dubaï est la place forte du blanchiment. Parce qu'il n'y a pas d'impôt ? C'est ça, Dubaï, ils vont à Dubaï pour la défiscalisation ? Ils vont à Dubaï parce que les autorités bancaires locales, les autorités dubaïennes ne sont pas très regardants sur l'origine de l'argent. Il y a ce qu'on appelle le haut du spectre, les circuits d'argent, et puis il y a les consommateurs, la fin de la chaîne, si on peut dire. Amine Benyamina, vous avez vu les différents témoignages de Français qui fument du cannabis, qui consomment de la cocaïne et qui ne comprennent pas vraiment, il y en avait beaucoup ce matin dans le Parisien, pourquoi, au fond, ils seraient les premiers responsables. Ils se disent, mais c'est pas moi, en fait. Pourquoi vous venez me culpabiliser ? Je trouve du shit sur Internet sans difficulté. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce qu'ils sont responsables ? C'est pas à moi de répondre. Ce que je sais, c'est que lorsque vous avez une diffusion aussi massive dans la société d'un produit, par effet de ruissellement, c'est un terme à la mode, tout le monde soit consomme ou beaucoup expérimentent et donc finissent par être dépendants. C'est bourgeois urbain qu'il faut responsabiliser, comme l'a dit le premier. Il faut oui, je comprends bien, il faut responsabiliser tout le monde de fait. Et c'est le principe même, ce qu'on appelle la prévention primaire. Ça, c'est extrêmement important. Mais pénaliser davantage, ce ne serait pas une solution ? C'est déjà, vous avez une amende délictuelle, on va voir les chiffres, 150 € si vous êtes en possession de cannabis. Vous pouvez même aller jusqu'à Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut avoir une vraie politique très ferme vis-à-vis du risque lié à la consommation. Et il y a une partie répression et ordre. Et par la même occasion, il faut aussi travailler sur ce qu'on appelle la réduction des risques. La réduction des risques, c'est permettre à ceux qui consomment de ne pas consommer un jour ou les amener à comprendre quel est finalement les antécédents qui font qu'un jour ils se mettent à consommer. Ça, c'est extrêmement important. Ou s'ils consomment, ils consomment bien. C'est triste. Et là, votre image est édifiante. Vous parlez d'incendie. Vous savez comment on arrête finalement les grands incendies ? En allumant aussi des feux en face. Ça permet d'arrêter.
Et si on arrive à proposer peut-être, et là pour le coup... C'est pas la pénalisation du consommateur davantage. Non. Bien sûr. Là, vous me parlez... D'une forme de... Vous savez, la prohibition est le moteur... De la dépénalisation ou même de la légalisation ? Dépénalisation, légalisation, c'est une manière de retirer une partie finalement du marché et en offrant du cannabis de qualité et en protégeant les jeunes. Je ne dis pas qu'il faille le faire de gaieté de cœur, mais ça fait partie des éléments sur lesquels d'autres pays ont essayé d'introduire un delta pour perturber quelque chose qui est de l'ordre du libre cours à un marché qui est entièrement prohibé. Ça, c'est une forme, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Et en revenant sur la notion de bourgeois de centre-ville, la drogue concerne l'ensemble de la France. Vous avez des produits extrêmement puissants dans les endroits les plus reculés de la France. On m'a posé la question, parce que j'ai remis un rapport et je vais en remettre un second sur le chemsex, c'est-à-dire la pratique du sexe sexuel avec la prise de drogue. On a des morts dans des villages. On a toutes les drogues partout en France. Vous avez une expertise sur les raisons ? Oui, alors il y a une raison sur laquelle il arrive. Une des raisons, c'est que la France, comme le reste du monde, n'est plus du tout à l'ère artisanale de l'offre. Les points de deal sur lesquels on projette de la lumière, ce ne sont plus des points de deal physiques. On a oublié la révolution numérique et le digital. Oui. C'est comme ça qu'on arrive à toucher tout le monde. L'approvisionnement devient tellement Évidemment, facile. On a une industrialisation, une offre qui s'est totalement modifiée là-dessus. Laurent Geoffrin. J'ai 2 points. 1, les consommateurs qui disent « je suis pour rien » se moquent du monde. Ils se moquent du monde. C'est évidemment leur argent qui va dans la poche des gangsters. C'est pas l'argent, il ne tombe pas du ciel. C'est eux qui payent. Donc quand on paye, quand on alimente en argent un secteur qui est fondé sur le chantage, le meurtre et la torture, qu'on ne vienne pas dire qu'on n'y est pour rien. C'est de l'hypocrisie absolue, quoi. Et c'est vrai que dans nos milieux, dans les milieux parisiens par exemple, ou les grandes villes, il y a eu très longtemps, un peu moins maintenant, mais ça existe toujours, une espèce de bénévolence ou d'amusement sur le fait que les gens consommaient de la cocaïne. Ah oui, c'est amusant, oui, ça lui donne un petit peu de peps, etc. Sans réfléchir une seconde, c'est des idiots, quoi. C'est une seconde à ce qui amène ces produits et qu'est-ce qu'il y a derrière comme mode de production. C'est le premier point. Et donc, responsabiliser les consommateurs. Je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison, pas la question, mais il faut leur dire, ce que vous faites là, ça a des conséquences. Ces conséquences, on les connaît, on les voit à Marseille, on les voit dans toutes les villes de France. Oui. Deuxième point. Moi, j'étais pour, au départ, la libéralisation, la légalisation. Enfin, il y a soit dépénalisation, soit il y a légalisation. On met en avant beaucoup le Portugal. Mais j'ai regardé les pays qui l'ont fait. Alors, il y a plusieurs pays qui l'ont fait. Alors, vous avez, par exemple, les Pays-Bas. On n'a jamais eu autant de mafia aux Pays-Bas. Ça a été dépénalisé il y a longtemps. C'est pas légal, mais c'est toléré. J'ai regardé le Canada. Au Canada, ça a été fait il y a 10 ans. Ça avait l'air de marcher pas trop mal. Là, ils ont été pris dans un tsunami de fentanyl par les mêmes réseaux. Parce que, comme vous disiez, les trafiquants changent de produit. Quand ils sont moins bons sur un produit, ils changent. Et là, le fentanyl, c'est un truc, un poison épouvantable. Et j'ai regardé le Colorado. Très accro, on en meurt. Alors, Colorado, ils ont réussi à limiter un peu pour les jeunes. C'est le seul succès de l'affaire. Mais la consommation a énormément augmenté, les suicides ont augmenté, et les accidents de la route liés à la consommation excessive ont également augmenté. Alors, c'est la grande question. Cette histoire ça n'est pas une solution. C'est le bon moyen pour attaquer les réseaux, le narcotrafic, mais pour des raisons de santé publique, et là c'est à l'addictologue, c'est une catastrophe puisque ça se déplace. Complètement. Je pense qu'il y a 2 éléments qui peuvent avoir... à justifier ce type de modification de la loi, parce qu'il y a un vrai statu quo, on est sur la loi de 70, dans laquelle on peut retirer le cannabis, et évidemment, les jeunes ne doivent pas le consommer pour des raisons évidentes, jusqu'à un certain âge. Mais on peut proposer un cannabis qui est contrôlé. Je parle du cannabis, franchement, parce qu'il y a une réflexion sur l'ensemble des drogues au niveau de l'ONU. Ce qui a été dit dans la presse n'est pas totalement idiot, mais on n'y est pas encore. Et surtout, inventer un modèle français. La France, ce n'est pas le Canada. La France, ce n'est pas les Pays-Bas. La France, ce n'est pas l'Uruguay. Je cite les pays qui ont fait des choses. Les Pays-Bas, c'est un très mauvais modèle. On a eu... pourquoi ? Parce qu'on a commencé à faire un modèle qui a été arrêté parce qu'il y a un changement de cadre, changement politique. Et on se retrouvait au milieu de nulle part. Et là, c'est la pire des choses. L'Uruguay a fait tout le système. C'est pas plus mal. Et le Canada, c'est vrai que sur la partie cannabis, ils ont fait des choses intéressantes. Mais le fentanyl...
c'est le tsunami qui vient de la frontière américaine et qui a d'autres ressorts. C'est parce que quand vous retirez un produit, ils en prennent un autre. Il y a le fentanyl a fait des centaines de milliers 400 000 morts aux États-Unis, au Canada. Bien mesurer 400 000 morts. Mais c'est les mêmes réseaux, c'est le même genre de personnes qui font les trafics. Alors, on a parlé du modèle, du consommateur. On voit qu'il n'y a pas de modèle parfait, mais peut-être que ça casse quand même un peu les réseaux, le trafic. Je voudrais vous parler maintenant de l'Union nationale, parce que c'est un combat, on entend le hisser, en tout cas beaucoup de politiques, dont François Hollande, dont Gérald Darmanin, au niveau de la lutte antiterroriste. Vous allez nous dire, Vincent Monnier, ce que vous en pensez, mais d'abord Amine Kessassi, qui espère que demain, pas seulement à Marseille, mais dans tout le pays, les Français soient au rendez-vous. Écoutez. Si je suis en danger, si je suis menacé, s'il y a des gens qui sont émus, qui sont touchés par cette histoire, des politiques qui se sentent concernés, parlez, portez, faites, marchez, faites comme nous, dénoncez, allez accompagner les familles de victimes, parce que plus on sera à parler, plus on sera à porter cette cause, et moins des gens comme moi sont menacés, moins de petits frères comme Mehdi vont être assassinés pour rien. Si on est des milliers à s'exprimer, si on est des centaines à venir marcher ce samedi, puisque ce samedi on va faire une marche blanche pour nos petits frères. Voilà, si on est des centaines de milliers, ils ne vont pas tous nous tuer. C'est aussi une réponse possible. L'unité nationale, voilà, c'est l'affaire de tous. Est-ce que vous pensez que l'opinion doit maintenant se saisir de ce sujet-là en le manifestant concrètement ? Je pense que demain, c'est le début, effectivement, de quelque chose de nouveau. Je voudrais saluer le courage admirable d'Amine Kessassi. Et je pense qu'effectivement, c'est le début de quelque chose. L'opinion va se mobiliser. Mais au final, c'est le politique qui décide. Et il va falloir plus de moyens. Il va falloir beaucoup plus de moyens. On n'est toujours pas au niveau avec cette loi anti-narco ? La loi anti-narco, ça mène des avancées. Mais regardez le temps d'application. On l'a voté en juin. Elle arrive là, le parquet national. La mise en œuvre en janvier. Voilà, mise en œuvre avec 17 magistrats sur les 30 qui sont prévus. Les 30, ils seront en place en septembre 2027. Oui, avec des querelles aussi de territoire. On imagine que le super juge anti-narco voudra tout faire. D'autres... voudront aussi leur part dans l'enquête. Ça risque de poser des problèmes, comme avec le renseignement. Avec un nombre de dossiers par magistrat qui va être... Et la comparaison d'un mot pour conclure avec le terrorisme, elle est justifiée ? On est face à, même si c'est différent, à une menace aussi grave ? On est face à une menace d'une autre forme, aussi grave. Ce sont par contre des acteurs très différents, avec des finalités très différentes. Merci à vous deux. Merci messieurs. Je vous engage à lire Narcocratie, aux éditions Albin Michel, du journaliste d'investigation de l'Obs Vincent Monnier et du professeur Benyamina, Addiction, manuel de premiers secours. Voilà, c'est dans l'actualité chez Marabout.